Bonjour, je m'appelle Hamidou Sambaba et je suis doctorant en sciences politiques. Donc, je travaille sur les questions de défense et de sécurité et je suis actuellement aussi auditeur au master de défense, paix et sécurité du Centre des hautes études de défense et de sécurité de Dakar. En fait, on peut analyser cette guerre entre l'Ukraine et la Russie avec le prisme des relations internationales. Parce que pour mieux comprendre, normalement, on doit partir des fondamentaux des théoriciens réalistes qui expliquent que dans les relations internationales, le principe de base, c'est la guerre et l'exception, c'est la paix, matérialisée par la négociation, la diplomatie, comme les organisations internationales, comme l'ONU le font. Mais dans l'histoire des relations internationales, il y a eu plus de guerres que de paix. Plus de guerres que... Voilà, donc c'est pourquoi les questions de sécurité ont été à l'origine, en tout cas, de cette guerre-là, parce qu'il y a un concept important en ce qui concerne la Russie, ou deux concepts plutôt. Le premier concept, c'est le concept du self-help, qui dit que les théoriciens réalistes disent qu'un État dans les relations internationales doit assurer seul sa sécurité. Et la sécurité ici, qui est un concept important en relations internationales, peut être appréhendé de deux manières au moins, l'approche objective et l'approche subjective. Donc l'approche objective, c'est l'absence de menace sur les valeurs centrales d'un État. C'est ça la sécurité. Ou l'approche subjective, c'est l'absence de peur de menace sur les valeurs centrales de l'État. C'est une définition qu'on donne à Arnold Wolfer, qui a un peu réfléchi sur l'ambiguïté de la question de la sécurité au niveau national. Maintenant, si on l'applique au cas de la Russie qui a été un concurrent des États-Unis durant la guerre froide, qu'elle a perdu avec son implosion en 1990, a quand même gardé son arsenal nucléaire, mais a toujours considéré les États-Unis comme leur principal rival, leur principal concurrent. Et donc, le problème, c'est que la Russie tient à son territoire en termes de sécurité et c'est ce qui a poussé, parce qu'on parle en 2022, mais le problème de la Russie a commencé bien avant avec l'Ukraine, depuis 2014, avec le problème de la Crimée, le problème de Donbass. Mais le problème ici, c'est qu'un État qui cherche à appliquer le self-help se retrouve dans ce qu'on appelle un dilemme de sécurité. C'est toi qui dois assurer ta sécurité, puisque ton voisin est ton premier ennemi en géopolitique potentielle. Chaque État doit anticiper sur son voisin pour ne pas être pris au dépourvu. Et donc la Russie, en intervenant dans le territoire ukrainien, c'est un casus belli, c'est une déclaration de guerre, certes, mais on sait que l'objectif stratégique, c'est de démanteler tout ce qu'il y a comme installation qui pourrait être un risque pour elle, pour sa sécurité en tout cas, parce que là, c'est une approche subjective. C'est la Russie qui considère qu'il y a un certain comportement que l'Ukraine ainsi que ses pays limitrophes ne peuvent pas avoir. Et c'est ce qui explique peut-être au niveau des relations internationales que la Russie soit intervenue en Ukraine. Donc, on a deux concepts qui peuvent aider à comprendre, le self-help et le dilemme de sécurité qui est que, consécutif à cette situation où chaque État essaie de maximiser sa sécurité et il y a une escalade, une course aux armements, et donc c'est ce qu'on appelle ce dilemme-là. Si tu t'armes, en retour, ton voisin va s'armer, et si tu t'armes, l'Ukraine s'arme, en retour, la Russie prend ça comme une déclaration de guerre, en tout cas des menaces, et la Russie s'arme, en retour, l'Ukraine. Donc, à un moment donné ou à un autre, ça peut aboutir à une interaction directe. Et donc, à part des relations internationales, on peut comprendre ce qui se passe. J'essaie juste d'analyser parce que je suis intéressé par les questions de guerre. Et là, la situation de la Russie et de l'Ukraine nous ramène à une forme peut-être de guerre, même si ce n'est pas guerre interétatique, guerre conventionnelle qu'on pensait perdue. Parce que depuis 1945, il n'y a pas eu beaucoup de guerres qui ont opposé deux États. Parce que la guerre ici, c'est aussi un concept important qu'il faut comprendre. Qui est défini chez Karl von Clausewitz comme une violence méthodique rationnelle collective qui oppose des unités politiques. Là, les unités politiques, c'est les deux États, dont l'objectif de chacune est de contraindre l'adversaire. Et ça fait qu'on sait que
la Russie essaie de contraindre l'Ukraine à ne pas entrer dans l'OTAN, qu'il considère comme son concurrent et qui peut prétendument remettre en question sa sécurité. Ce qu'on peut critiquer, c'est peut-être que comment un pays qui détient l'arme nucléaire peut se sentir menacé par l'armement d'un pays voisin qui a été sous sa tutelle durant ces heures de gloire. C'est une bonne question pour la Russie. Et si on peut, du point de vue, je pense que Zelensky a mal analysé la situation. C'est à ce niveau-là qu'il faut avoir des présidents ou en tout cas, à tout le moins, des conseillers qui comprennent les enjeux géopolitiques et géostratégiques pour ne pas faire certaines erreurs. Même s'il voulait entrer dans l'OTAN et voulait une montée en puissance, peut-être qu'il l'a fait de manière, avec une sorte de mise en scène qui a mis la puce à l'oreille à son voisin qui considère ça comme de la provocation. Donc je pense qu'il aurait pu essayer de jouer même sur les deux tableaux parce qu'il est courtisé par l'OTAN. La Russie n'a pas intérêt à ce que ça se passe. Et en tant que cette situation aurait pu être intéressante pour l'Ukraine qui pourrait s'armer en jouant sur les deux tableaux ou en tout cas simplement en donnant autour d'une table de négociation, demandant des gages pour sa sécurité parce que entrer dans l'OTAN, ça sert à quoi? C'est quoi en termes? On sait qu'en relation internationale, l'intérêt national est décliné selon Hans Morgenthau en termes de puissance et la puissance ici est déclinée en termes de sécurité et d'économie. Donc on sait que l'Ukraine est un pays très agriculteur qui produit, qui fait beaucoup d'exportations dans beaucoup de domaines. Mais ici, je pense que le président a mal négocié la situation et on ne sort jamais indemne d'une guerre. C'est très difficile de sortir d'une guerre. Il y a cette mémoire du conflit qui va toujours revenir et c'est difficile de reconstruire ce qui a été gâché. Même si la guerre a duré 6 jours ou une semaine, mais ça va être difficile de revenir à zéro parce qu'on va se dire, bon, à quand la prochaine fois? Et ça crée une crise de la confiance que les citoyens doivent avoir par rapport à leurs autorités politiques qui ont en charge de garantir la sécurité des personnes et des biens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Non, en l'état actuel, c'est difficile de savoir comment mieux comprendre ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, même s'il y a un round de négociation qui n'a donné rien pour l'instant et que ça n'a pas arrêté quand même la campagne russe. On ne sait pas si c'était du bluff de la part de l'Ukraine que de tenter la négociation. Mais on sait que les conséquences d'une guerre sont toujours désastreuses. Pour d'abord et surtout les populations civiles, les populations étrangères. On fait cas des Noirs qui ont été retenus à la frontière de la Pologne juste parce qu'ils étaient noirs et que le pouvoir en place essaie de rectifier parce que ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Ça montre simplement que ça remet en question la guerre, c'est un moment d'incertitude. C'est-à-dire qu'on ne sait pas demain de quoi demain sera fait. Lorsqu'on en parle, c'est vraiment dans le cadre d'une guerre où tout peut se terminer à tout moment. Maintenant, il y aura des conséquences matérielles naturellement pour l'Ukraine. On n'a pas vu, on ne sait pas si les membres de l'OTAN, en tout cas de ce qu'on a vu, puisque l'Ukraine n'est pas encore réellement membre de l'OTAN, il y a eu de la part des États-Unis un appui matériel financier, mais je ne pense pas qu'il y aura intervention américaine, sauf extrême, parce qu'on sait que depuis le livre blanc de 2013, que les États-Unis se sont démobilisés dans tous les théâtres d'opération et la dernière date, c'était pour le retrait de l'Afghanistan. Ils ont été en campagne pendant longtemps. C'est à peu près la même posture d'Emmanuel Macron en disant que la France s'est déployée pendant ces dernières années en Afrique et que je ne pense pas que la France va prendre le risque de faire tuer des soldats français dans une guerre qui n'est pas directement française. Même chose pour les États-Unis, même chose pour beaucoup de pays européens qui ont choisi des sanctions économiques. On parle de faire sortir les banques russes du système SWIFT, mais que malgré cela, il y a quand même des exceptions en ce qui concerne la vente de pétrole et de gaz. Et on sait que le levier sur lequel la Russie est, c'est que la Russie représente le principal pourvoyeur de gaz. Plus de 40%.
l'Allemagne est directement, en cas de ce genre de situation, impactée et la Russie a les moyens d'impacter sur une inflation au niveau des prix au niveau mondial. Et que économiquement, coup pour coup, je pense que ça peut être désastreux pour les deux parties et leurs alliés. Ça va créer une déstructuration peut-être de l'économie mondiale un moment, parce que oui, il ne faut pas négliger la Russie, mais ça permet de repenser parce que la Russie est en train de se retourner vers la Chine. Et donc on est là dans une situation qu'on peut appeler qui me fait penser à l'interdépendance complexe de Joseph Nye et Robert Kagan en économie politique internationale, qui explique que tous les États ont besoin de tous les États. Et là, du point de vue économique, il y a cette interaction entre le niveau de richesse et la puissance ici qui va se jouer. Donc, il faut du temps pour voir quel va être l'impact réel de ces sanctions qui vont être minimisées parce que la Russie semble avoir anticipé sur ces questions-là et est en train de se diversifier en termes de... Donc, quelle sera la réponse? Quel sera le futur de cette situation-là? Difficile à dire. Mais on sait simplement que là, on a une bataille économique, il y a une bataille médiatique de part et d'autre, hein, fake news sur fake news, vidéos sur tout ça, mais qui, voilà, jusqu'à présent, on sait qu'en tout cas, ce sera difficile de prévoir ce qui va se passer. Parce que les sanctions, ce n'est pas nouveau pour la Russie. Depuis 2014, il y a eu des sanctions économiques, mais pour quel impact? Et on sait que les États-Unis et la Russie, par exemple, si c'était dans une relation purement bilatérale, leur niveau d'interaction au niveau financier n'est pas si élevé que ça pour pouvoir faire mal à la Russie. Tout compte fait, c'est les mêmes choses, remettre en question le droit international public. Parce qu'il faut rappeler que dans les relations internationales, à partir de 1945, on a déclaré la guerre interétatique hors la loi. Pourquoi on a créé l'Organisation des Nations Unies? C'est que les États sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en constatant qu'il y a des horreurs, des millions de morts de part et d'autre. Sans compter le génocide juif qui a été catastrophique et tout ça. Donc les États se sont rencontrés progressivement pour essayer d'éviter que ça n'arrive. Encore une fois, Yalta, Téhéran, Potsdam, c'est des séries de conférences jusqu'à San Francisco qui a été l'acte de naissance. La conférence de San Francisco en juin 1945 a constitué comme acte de naissance de l'ONU. Et à partir de ce moment-là, on a dit maintenant, on savait qu'avant 1945, la guerre était normale. Lorsque des États dans les relations internationales ont des différends, ils se font la guerre, c'est normal. La guerre était le mode normal de règlement des différends entre États. Les conflits entre États, ça se réglait avec une guerre, déclaration de guerre, retrait des ambassadeurs, front, et on se bat, quelqu'un gagne, on retourne à la table de négociation et on voit comment on va se conduire dorénavant. La guerre, c'est quelque chose de normal comme phénomène. C'est pourquoi la polémologie est très développée. C'est cette science qui étudie la guerre. Gaston Boutoul, Quincy Wright, ils sont nombreux. Raymond Aron, hein, ils ont tous étudié la guerre. Hérodote, les philosophes. La guerre, c'est quelque chose qui est un phénomène permanent, un phénomène politique. Et même certains en ont fait, il y a eu, sans compter Clausewitz, la thèse de Julien Freund sur la guerre. L'essence même du politique, c'est la guerre, comme sommet suprême du conflit. Alors, jusqu'en 1945, maintenant, comme on a vu l'horreur, on a dit maintenant, on ne veut plus de guerre, il faut maintenant des négociations. Donc, tous ceux qui sont intervenus à partir de 1945 jusqu'à présent, pour quelque motif que ce soit, ont été en dehors du droit international. Maintenant, c'est pourquoi il y a un narratif toujours. On va faire la guerre pour défendre la liberté. On va faire la guerre pour défendre la démocratie. Quand l'Afghanistan est intervenu dans les années 80 en Afghanistan, la Russie est intervenue en Afghanistan. Ça a créé ce narratif qui a été développé. Quand les États-Unis sont intervenus dans la guerre du Golfe avec une grande coalition, c'est le même narratif. On va restaurer, parce qu'il y a eu l'invasion de l'Irak au Koweït. Tout ça, c'est le même narratif, mais on sait qu'on n'était pas d'accord avec l'intervention d'un État dans un État tiers. Le principe de non-ingérence, c'est cela. On n'intervient pas dans un autre État. On n'annexe pas des territoires par la force. S'il y a scission ou création de nouveaux États, c'est par un référendum, c'est par la loi.
ce qui s'est passé en 2011 au Soudan. Mais donc, c'est eux qui ne répondent pas, que ce soit pour la Libye, que ce soit pour la Syrie. On est dans des situations où les Occidentaux essaient de profiter d'une situation. Que ce soit la France, que ce soit pour les États-Unis. Mais c'est le même narratif. On ne doit pas intervenir dans un autre territoire. La guerre, c'est même le sommet, mais même l'ingérence est interdite. Alors qu'on sait que même les États-Unis ont perdu devant la Cour internationale de justice. L'État du Nicaragua a porté plainte contre les États-Unis et qui a perdu pour ingérence. Ça veut dire qu'ils ne répondent pas. Les Américains veulent bien parler de droits de l'homme et tout ça, sauf quand ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, ils changent de narratif. Ils vont changer de discours. Et c'est ce qui explique le Patriot Act, Guantanamo, qui n'ont rien à voir, et les interventions dans beaucoup de pays. Que ça soit direct ou indirect. Donc, il faut juste que... Là, c'est la Russie maintenant. La Russie ne doit pas faire ça. Mais il faut juste rappeler qu'on est en politique. Et la politique, c'est des rapports de force, même entre États. Henry Kissinger, c'est un diplomate américain, professeur d'université, qui a écrit sur la politique étrangère des États-Unis. Et lorsqu'il analysait l'Europe, il disait que l'Europe subit sa géographie. Un État est tributaire de sa géographie. Si vous avez un voisin turbulent, vous allez le supporter durant toute votre histoire. Et c'est ce que l'Europe a subi. L'Europe, et donc cette situation d'isolation des États-Unis les aide. Ça les aide, les Américains, parce qu'ils sont isolés du reste du monde. C'est pourquoi leur doctrine de politique étrangère vacille entre interventionnisme et isolationnisme. Et la plupart du temps, isolationnisme. Et depuis la guerre du Vietnam qu'ils ont perdue, les États-Unis ont développé le concept du zéro mort. Ils n'ont pas envie d'avoir des soldats américains morts dans des théâtres d'opération que leur opinion publique interne ne comprendront pas. Leur opinion publique qui sont très sévères, ainsi que à se retrouver devant le Parlement, devant un grand jury qui doivent justifier. Quand vous êtes exécutif, tout ça, ça ne vous dédouane pas. Vous devrez répondre de vos choix stratégiques s'il y a une situation de catastrophe. Donc, les États-Unis, leur situation géographique les aide, ils sont isolés. Et ce qui fait que s'il y a une guerre, ils peuvent participer. Et c'est difficile d'aller faire la guerre sur leur territoire. Donc, s'il y a des conséquences, même dans une coalition, que ce soit à la guerre du Golfe ou que ce soit en Europe, les dommages matériels, c'est d'abord le sol, le territoire, le théâtre d'opération. Et ce n'est pas les États-Unis, c'est pourquoi ça a été un grand choc quand il y a eu les attentats du 11 septembre. Parce que c'est un pays qui est relativement en avance technologiquement du point de vue structurel, architecturel. Donc, c'est plus facile de faire des dommages là-bas. Donc, la guerre, on la déplace, même s'ils participent. Mais ici, on voit qu'économiquement, ça les arrange. Et aussi, dans une campagne, vous faites une guerre, vous intervenez, la guerre, c'est de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre ici. Donc, chaque jour, vous dépensez de l'argent. Ça vous affaiblit. Donc, si c'est une occasion pour eux d'affaiblir, supposons, leur concurrent, la Russie, c'est de bonne guerre. Elles vont être désastreuses, ça on le sait. Malgré les discours qu'on a entendus des membres de l'OTAN, jusqu'à présent, l'Ukraine est face à elle-même. Ça revient à ce concept de self-help. On ne peut pas déléguer dans les relations internationales, en tant qu'État, sa sécurité à un autre État ou à un groupe d'États. C'est une mauvaise approche. C'est l'État lui-même, en tant que léviathan, qui doit se donner les moyens d'asseoir la violence physique légitime. Là, c'est le mot de Max Weber. La violence physique légitime doit s'appliquer sur tout son territoire et donc avec une capacité de projection et de défense. Quand il y a une agression, une Ukraine qui a toujours été satellite de la Russie aurait pu peut-être penser qu'un jour ou l'autre, même en dehors de cette situation-là, la Russie pourrait intervenir comme elle est déjà intervenue en Afghanistan ou ailleurs en tant que puissance. Donc, comment on répond à cette menace qui est réelle? Donc là, il y a eu un manque de perspective. Donc, il y aura des conséquences au niveau de la morale de ces troupes, déjà, conséquences économiques,
avec des vagues de réfugiés. Et toute la grande question, ce sera la reconstruction de l'Ukraine. Si jamais ça dure, si jamais il y a une escalade, puisqu'on a vu que de part et d'autre, il y a eu des discours. Zelensky ne semble pas, à mon sens, mesurer l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Négocier pour sortir de crise vaut mieux que de faire une guerre dans laquelle on n'est pas sûr de gagner. Je pense qu'il manque de réalisme politique à ce niveau-là. La Russie, même chose pour la Russie. Si la Russie ne veut pas que tu entres dans l'OTAN, la Russie n'a qu'à te donner les garanties qu'elle ne va ni intervenir sur son territoire. Et ce que l'OTAN est en train de faire pour toi, la Russie doit pouvoir le faire. Parce que la Russie en a les moyens. Donc il y aura des conséquences économiques. Ça va remettre en question toute l'économie ukrainienne. Sur les agriculteurs, ils sont de grands agriculteurs, d'exportateurs au niveau agricole. En situation de guerre, leurs partenaires vont se tourner vers d'autres partenaires. La Russie, qui est son concurrent en termes agricoles, ou d'autres pays producteurs. Et donc, c'est des manques à gagner qu'une guerre. C'est pourquoi les gens aiment. La guerre, ce n'est pas vraiment l'option. Et donc, c'est vrai que c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Toujours, c'est Clausewitz. Mais c'est aussi, voilà, il faut négocier, je pense, dans ce cas-là, au lieu de simplement. Parce que c'est un retour en arrière dans les relations internationales. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus parlé de guerre interétatique. La Russie est déjà une puissance militaire et nucléaire. Et depuis la venue de Vladimir Poutine, ce président-là essaie de redresser économiquement ce pays-là. Maintenant, dans le cadre de cette campagne en Ukraine, soit il sort vainqueur, il fixe les règles du jeu. Lorsqu'il y a une guerre, le vainqueur fixe les règles de sortie à la table des négociations. Soit il perd cette guerre, ce qui est improbable, et il va en sortir pire que comme il y a eu l'implosion de l'URSS. Donc sa considération dans les relations internationales en termes de puissance va être abaissée, parce que ce que l'État russe fait, c'est juste pour la puissance, c'est pour la volonté de puissance de la Russie, qui doit s'imposer en tant que pôle de puissance dans le monde, à côté des États-Unis, ou contre les États-Unis si on veut. Et donc, l'issue de cette campagne-là va déterminer comment la Russie va être considérée dans les tables de négociation et dans les grandes organisations dans le monde. Donc c'est ça les deux potentielles sorties de la Russie par rapport à cette campagne. L'Union européenne est, selon moi, la grande perdante dans cette histoire-là. Pourquoi? Parce que ça remet en question son projet communautaire. Parce que l'Union européenne était dans une dynamique d'intégration régionale pour représenter une puissance économique mondiale et régionale. Ce qui n'est pas encore le cas, et que la dernière fausse note, c'était la sortie de la Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est la fausse note. Et là, ils sont en train de se mettre dans une situation désastreuse que connaît déjà très bien l'Afrique. Des situations de conflit sont contraires aux affaires, sont contraires aux questions de développement. Et là, ça se passe sur son territoire, ça a commencé. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Dans tous les cas, les conséquences vont d'abord se faire sentir par l'Union européenne. Deuxièmement, ça remet en question le projet politique de l'Union européenne, parce que là, on se rend compte que l'OTAN, qui est un peu une sorte de spectre, qui était une réponse, ou en tout cas le pendant du pacte de Varsovie, qui est pour l'URSS, n'avait plus sa raison d'être, parce qu'il n'y avait pas il n'y a plus cette infériorité technologique et militaire qui redoute par rapport à la Russie. Il y a des pays européens, la France par exemple, a l'arme nucléaire. La France a une arme nucléaire. Je ne vois pas maintenant, en dehors du contexte de guerre froide, pourquoi garder l'OTAN depuis des années qui est à l'origine de ce problème-là. Donc, et conséquence d'abord donc politique sur l'Union européenne. Ensuite, en termes économiques et énergétiques, l'Europe est dépendante de la Russie. Le gaz, Gazprom, ici, est en tout cas un des facteurs qui ont compliqué cette situation-là. C'est la situation
de la vente du gaz au niveau de l'Europe. Et c'est la Russie, regardez, qui donne en tout cas presque la moitié de l'énergie de l'Allemagne. En prenant que l'exemple de l'Allemagne, son énergie dépend de 40% du gaz de la Russie. Et l'Allemagne est considérée comme la première puissance économique européenne. Et cette Allemagne-là qui a arrêté, le chancelier a arrêté le projet de Nord Stream 2, qui est l'autre projet que la Russie essaie de mettre en œuvre pour contourner l'Ukraine. Et ça va créer une inflation au niveau de leur population et vous voyez que en termes d'onde de choc, ça va créer une inflation en Europe, donc les prix vont augmenter et plus une guerre, déjà, ça va poser problème. C'est-à-dire que les conséquences économiques vont être désastreuses, surtout pour l'Union européenne. Je pense que c'est l'Europe qui est la grande perdante dans cette histoire-là. Et si on considère les États-Unis vont utiliser peut-être cette situation-là parce qu'il faut noter que les États-Unis veulent avoir des parts de marché. En termes de vente de gaz schiste, les États-Unis sont producteurs et voudraient entrer dans le marché européen qui est dominé par la Russie. Donc cette situation-là les conséquences vont être désastreuses pour l'Europe, mais ça va être une occasion pour les États-Unis d'essayer de proposer cette vente-là. Ce qui fait que la Russie déjà est en train de se diversifier, a des projets de construction d'autres pipelines avec la Chine. Je ne vois pas a priori, à part les vagues de réfugiés africains qui sont partout en Europe, qu'il y ait des conséquences sur eux, ou simplement s'il y a une vague d'inflation au niveau mondial, au niveau des prix, si l'Ukraine qui exporte du blé, par exemple pour le Sénégal, n'exporte plus, comment le Sénégal va se débrouiller pour avoir à des prix compétitifs ces mêmes ressources-là. Donc en termes d'impact, c'est ça qu'on peut voir. Mais l'Afrique en tant qu'un acteur des relations internationales, à mon sens, n'existe pas encore. L'Afrique est plus un enjeu. Donc c'est indirectement que ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis peut impacter sur ça. Et on l'a vu, même dans les moments où le monde était dans une situation de conflit ou de pandémie, par exemple, l'Afrique est dans une sorte de situation de déconnexion parfois. Ce qui fait que ça soit pour la crise économique de 2008, ça a moins impacté en Afrique. La Covid, ça a moins impacté en Afrique comparé aux États-Unis, comparé en Europe. Et ce qui fait que ça remet en question, au goût du jour en tout cas, la relation ou les relations que les pays africains entretiennent dans l'économie monde. Là, c'est vraiment l'outil d'Immanuel Wallenstein qui permet de montrer qu'on est face à ce qu'il appelle lui, le système monde où il y a un centre, l'Europe occidentale, les États-Unis et la périphérie. Donc, lorsqu'il y a une guerre dans le centre, c'est difficilement que ça impacte sur la périphérie qui représente ici l'Afrique dans une situation de guerre comme ça. Donc c'est ce que je peux dire, mais l'Afrique c'est plus un enjeu indirect qu'un acteur dans les relations internationales. C'est pourquoi on trouve très peu même d'écrits sur les relations internationales jusqu'à une période récente. Merci pour l'invitation d'abord et pour le temps, pour m'avoir écouté raconter un domaine qui me passionne, les questions de relations internationales, de guerre et de paix, de sécurité. C'est des questions qui sont permanentes. Et c'est en ce moment-là qu'on se rend compte que la géopolitique et les relations internationales, c'est une discipline sérieuse qui s'apprend. Que ce soit dans le cadre d'une école, que ce soit en tout cas, mais ça demande des b.a.-ba, des prérequis. Il ne s'agit pas simplement d'être derrière des claviers et raconter n'importe quoi, en ne vérifiant pas en amont, en ne faisant pas l'effort d'aller vers la bonne information et les bonnes grilles d'analyse. Donc pour moi, c'est extrêmement important parce que dans ces situations-là, on voit beaucoup de fake news, beaucoup d'experts. Même si moi, je ne suis pas expert, mais au moins, il y a un minimum qu'il faut
pour analyser une situation aussi sérieuse que la guerre. Et la guerre, ce n'est absolument pas drôle. On ne peut pas en rire. Il faut l'analyser rigoureusement et en tirer des leçons. Pour nous autres pays africains qui sommes empêtrés dans des conflits infra-étatiques depuis les années 60, c'est le moment de se rendre compte que tant qu'il y a ces conflits-là, on ne peut pas développer ce continent-là. Parce que Cheikh Anta l'avait dit, la sécurité précède le développement. Merci.